Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission EVKTA sur INE FM, l'émission qui rapproche les citoyens des réalités des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 février 2025. Rebonjour David, rebonjour Junel, bonjour à tout auditeur, à toute auditrice. Haïti traverse depuis plusieurs années une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire insécurité, déplacement forcé de la population, effondrement des services de base communautaires, pourquoi pas dire, insécurité alimentaire, catastrophes naturelles, autant de facteurs qui transforment une crise nationale, locale, les autorités locales et les structures communautaires face à l'urgence, et surtout l'aide octroyée avec les pays les plus pauvres pour fragiliser son indépendance. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio-télé unie, émission EVKTH, vous qui vous êtes branchés sur les plateformes des réseaux sociaux, pour en parler, aujourd'hui nous recevons depuis Alberta, Canada, Monsieur Robert Boris Eyedi Ekoumé, spécialiste des politiques publiques et de la gouvernance locale, titulaire d'une maîtrise en droit public, master en stratégie de défense, sécurité et gestion des conflits et des catastrophes, technicien en crise humanitaire, ancien cadre d'administration des structures en charge de la décentralisation et du développement local de l'administration publique camerounaise. Avec lui, nous allons discuter, aborder, parler, analyser même la crise humanitaire en Haïti entre urgence, gouvernance locale et efficacité de l'aide. On prend une pause, Junel, on revient. Et Monsieur Robert Boris Eyedi Ekoumé, bonjour, bienvenue à l'émission EVKTA sur la radio-télé Uni FM et merci pour votre disponibilité, Monsieur Robert Boris. Bonjour mon cher Wenchi, bonjour à tous les auditeurs de Uni TV et merci de m'accueillir sur votre plateforme audiovisuelle. Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, d'accord. Je disais merci de m'accueillir sur votre plateforme audiovisuelle à l'occasion de cette émission de vulgarisation sur les collectivités décentralisées, les collectivités territoriales. D'accord, d'accord, merci. Et Junel, montez pour moi. Et... Oui. Monsieur Robert Boris, vous êtes là? Vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? Je vous entends très bien. J'espère que vous m'entendez aussi. Ok, merci beaucoup pour votre disponibilité. Avant de parler du rôle des acteurs locaux, il est important de bien comprendre ce qu'on appelle réellement une crise humanitaire. Comment une crise nationale devient-elle une crise humanitaire? Quels sont les indicateurs techniques qui permettent de dire qu'un pays est en crise humanitaire? Je vous écoute. Alors, merci mon cher Wenchi. D'emblée, je vous dirais d'abord qu'il est important de circonscrire ce qu'on entend par crise. De manière générale, une crise, c'est en fait une situation de rupture brutale, rupture brutale ou progressive qui perturbe considérablement le fonctionnement normal d'une société, d'une organisation, d'une entreprise ou même d'un État. Dans le cas précis, on est dans le cas de Haïti.
Et on est tous d'accord qu'on fait face à une crise. Maintenant, il est question de savoir, s'agit-il d'une crise nationale ou alors s'agit-il d'une crise humanitaire? Encore mieux, il est question de savoir à quel moment est-ce qu'on quitte de la crise nationale pour une crise humanitaire. Alors, il est important de comprendre ceci. Une crise nationale devient humanitaire lorsque l'État n'est plus en capacité d'assurer la protection minimale, la protection de base de la population et que la survie de celle-ci soit menacée. De manière générale, on a l'habitude de parler de la fourniture des besoins, la fourniture en besoins sociaux de base, c'est-à-dire les besoins sanitaires, les besoins alimentaires, les besoins en matière d'éducation. Ouais. Donc, à ce moment-là, et lorsque l'État devient, disons, défaillant dans la prise en charge de ce type de besoins qui sont essentiels pour les populations, c'est là qu'on parle de crise alimentaire. Et elle est encore plus ancrée à mesure où on parle de l'intervention des organismes étrangers qui viennent en appui au fonctionnement ou à la prise en charge de la crise par l'État. Oui, allô? Oui, je vous entends. Oui, mais dans le cas d'Haïti, sommes-nous dans une crise ponctuelle ou dans une crise humanitaire structurelle? Alors, le problème Haïti est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il s'agit en fait d'une, comment je dirais, d'une cumulation d'un mélange de facteurs qui sont tellement multidimensionnels que on ne peut plus parler d'une simple crise nationale. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où on a par exemple l'intervention militaire de l'ONU ou alors un support des pays étrangers, à partir de ce moment-là, on est quitté du socle de la crise nationale pour une crise carrément humanitaire. Et encore plus, lorsque l'État se retrouve incapable, par exemple, de pouvoir assurer au moins les besoins de survie de la population, il est clair qu'à ce moment-là, on ne peut plus parler de simple crise nationale. Ok. Oui. Maintenant que nous comprenons comment une crise devient humanitaire, regardons ce qui provoque concrètement ce type de situation dans les pays fragiles comme Haïti. La question que j'aimerais vous poser, Monsieur Boris, quels sont les principaux facteurs qui provoquent les crises humanitaires dans des pays fragiles comme Haïti? Est-ce seulement la pauvreté ou y a-t-il d'autres facteurs institutionnels et sécuritaires déterminants? Je vous écoute. Alors, bien sûr que non, il ne s'agit pas de facteurs liés uniquement à la pauvreté. Mais pour comprendre cette crise, il faudrait vraiment rentrer très loin dans le passé parce qu'elle a des racines vraiment profondes sur le plan historique qui partent même avant l'indépendance depuis 1804 et qui se perpétuent jusqu'à présent. Vous voyez bien qu'on est à pratiquement 200 ans de situation de crise, disons, même si elle n'est pas une situation de crise perpétuelle et permanente, mais vous voyez, c'est en dents de scie, il y a des soubresauts, il y a des moments où ça se calme, il y a des moments où c'est accentué par des facteurs comme les catastrophes naturelles qui viennent dévoiler en fait la défaillance de l'État. Mais en réalité, le facteur primordial ici, c'est un facteur politique. Parce que lorsqu'on regarde l'enchaînement de tout ce qu'il y a eu comme crise depuis les indépendances, le facteur le plus redondant, c'est l'instabilité politique et institutionnelle. Ce simple facteur à lui seul permet déjà de comprendre tous les autres facteurs qui s'associent à la crise, parce qu'en réalité c'est une situation d'effet domino. Ça veut dire que un seul facteur crée une succession et un enchaînement de conséquences. Donc à partir du moment où il y a cette instabilité politique, l'appauvrissement et la vulnérabilité sociale ont été des facteurs qui se sont greffés à cette instabilité-là. Et bien entendu, tout ce qu'il y a eu comme catastrophe naturelle, que ce soit les séismes, que ce soit les ouragans ou les inondations, les catastrophes sanitaires, tout ça en fait c'est un melting pot qui permet qui est en fait révélateur de tout ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que nous nous retrouvons dans une crise qui n'est pas simplement institutionnelle ou politique, mais bien plus que ça, qui est une crise généralisée. Voilà. Ok, mais
peut-on dire que l'effondrement de l'autorité publique aggrave plus la crise que les catastrophes naturelles elles-mêmes, Monsieur Boris? En réalité, c'est ça le facteur prédominant. Ça veut dire, D'accord, merci. lorsque dans un État, l'État perd son autorité, comme c'est le cas actuellement, surtout avec l'ampleur que les gangs sont en train de prendre dans la rue. Donc, lorsqu'un État perd son autorité, il est presque naturel que tout cet enchaînement de conséquences puisse suivre. Parce que c'est en fait l'État qui donne le ton, c'est en fait l'État qui donne l'orientation générale, et tous les autres organismes et tous les autres acteurs suivent cette organisation-là. Donc, à partir du moment où l'État est défaillant, ce n'est que naturel qu'il y ait cet effondrement successif. Oui, face à ces facteurs de crise, une autre question au niveau local, qui agit en premier et comment? Au Cameroun, contrairement à Haïti, au Cameroun, il y a deux niveaux de décentralisation. Il y a les communes et ensuite il y a les régions. Oui, je crois qu'en Haïti, il y a trois niveaux. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a le département, il y a la province. Lorsque l'aide arrive, l'aide est dirigée ailleurs que vers la cible principale. La cible principale, c'est les populations. C'est les populations qu'on veut aider. Donc, lorsque l'aide arrive, elle n'est pas dirigée vers les populations. Normalement, et dans un principe de décentralisation pour le confiner, ce seraient les collectivités locales qui devraient avoir à gérer cette aide pour que le maximum de population puisse en bénéficier. Ouais, ça veut dire que c'est par exemple le maire qui est en mesure de savoir dans quelle localité de sa commune il y a le plus de besoins en termes d'alimentation en eau potable. C'est lui qui est censé le savoir. Ce n'est pas par exemple le ministre de, je sais pas, de l'eau et de l'énergie. Vous voyez, c'est le maire qui est en contact direct avec les populations, qui est censé savoir quelle est la localité géographique qui a le plus besoin d'électricité, qui a le plus besoin d'apport en eau potable, qui a le plus besoin d'apport en denrées alimentaires. Et c'est donc de cette façon-là que l'aide est distribuée, disons, de façon équitable. Mais le problème fondamental de l'aide humanitaire, c'est le suivant, c'est que c'est une aide. Et une aide, par définition, ne peut pas être permanente. Donc, l'aide, en réalité, ça permet de relever. Mais le relèvement ne peut pas être perpétuel. L'aide ne peut pas être perpétuelle. C'est la raison pour laquelle, à beaucoup d'occasions, on a eu des moments où il y a eu des essoufflements. Il y a eu des moments où les partenariats et les dons ont eu à drastiquement baisser, même si après ils ont repris, ils ont un peu repris. Mais en réalité, c'est pour faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui peut être permanent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir autonomiser et de rendre indépendants ces populations, ces familles-là qui sont dans le besoin. Et pour cela, il faudrait non pas s'appuyer sur l'aide humanitaire, mais plutôt s'appuyer sur une restructuration fondamentale de l'État et ensuite des collectivités. Et c'est à partir de ce moment-là que les bénéfices pourront être vraiment observés. Oui, oui. Et d'autres questions que j'ai pour vous, même si ce n'était pas dans le débat, mais quelle est l'importance de la décentralisation au Cameroun? Oh, ça. Alors, je vais réexpliquer avec un peu plus de profondeur ce que j'ai dit tout à l'heure. La décentralisation a été consacrée par la Constitution de 1996 au Cameroun, qui fait du Cameroun un État décentralisé, un État unitaire décentralisé. De même, Haïti est un État décentralisé. Voilà. Unitaire décentralisé. Voilà. Donc, à partir de ce moment, il y a au moins un socle juridique qui permet de qui permet de confiner et d'orienter les actions qui peuvent être menées dans le sens de l'implémentation et de la vulgarisation de la décentralisation au Cameroun. Voilà la base. Maintenant, sur le plan fonctionnel, parce qu'il y a eu des problèmes, la Constitution de 1996 date par exemple de, je crois que c'est 20 ans, ou 30 ans, pardon, 30 ans. Vous voyez, mais même sur le plan fonctionnel actuellement, ce n'est pas toujours ça. Ça veut dire, il y a des avancées, certes, mais ce n'est pas toujours ce qui était attendu. Parce qu'en réalité, l'implémentation des politiques de ce genre demande beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte.
C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, d'abord avoir relevé le niveau d'éducation. Toutes les parties du pays n'ont pas, par exemple, le même niveau d'éducation, ce qui veut dire que on ne peut pas implémenter la politique de la même façon dans toutes les régions du pays. Okay. Voilà d'abord l'un des fondements. Ce qui permet de faire donc comprendre un élément qui est essentiel, c'est que à un moment donné, lorsqu'on veut implémenter de telles politiques, on est obligé d'abord de s'assurer que la greffe puisse rendre. Ça veut dire que c'est un peu comme une opération. Lorsqu'on veut faire une greffe de peau ou une greffe d'organes, il faut s'assurer que la greffe va adhérer, parce que sinon, on va se retrouver à un an plus tard ou quelques semaines plus tard où il y a comment dire, un rejet de greffe. Et c'est généralement ce qui se passe parce que les populations locales ne sont pas toujours comment dire, ne sont pas toujours suffisamment informées et suffisamment prêtes à recevoir ce que la décentralisation peut apporter. Mais en réalité, la décentralisation est un facteur fondamental de développement humain. OK. Les moyens que possèdent les collectivités territoriales ou locales et camerounaises, les moyens qu'ils détiennent, est-ce qu'elles sont utilisées en bon escient? La question de l'utilisation à bon escient des moyens, oui. Ça pose toujours problème, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Oui, ça pose toujours problème parce que, vous savez, lorsque vous entendez en fin d'année, on vote le budget de l'année suivante, vous voyez par exemple ce qui peut être déployé en termes de moyens financiers et que sur le terrain, vous ne voyez pas des résultats concrets. Certes, il y a des choses qui sont faites, mais sur le terrain, les résultats ne sont pas toujours ceux qui sont attendus. Et ça relèverait, j'utilise bien le conditionnel, ça relèverait d'une question de gestion, ça relèverait des questions de priorisation de projets, parce que vous savez bien que lorsque, par exemple, il faut mettre en œuvre des projets, on ne les met pas en œuvre au hasard. Par exemple, une localité ne peut pas bénéficier cette année d'un forage et l'année qui suit, la même localité bénéficie d'un autre forage à proximité. Il faudrait essayer de répartir un peu pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans le bénéfice que pourrait apporter la décentralisation pour ces communautés-là. OK. Mais lorsque les besoins auditeurs et auditrices dépassent les capacités locales, l'aide internationale intervient et cela soulève un débat important. Et question pour vous, Monsieur Boris, l'aide humanitaire peut-elle contribuer au développement ou entretient-elle parfois une dépendance? Où se situe la frontière entre urgence humanitaire et développement local? Excusez-moi, je ne vous ai pas bien compris. Je ne vous ai pas bien entendu. Oui, je vous demande, est-ce que l'aide humanitaire peut-elle contribuer au développement local ou entretient-elle parfois une dépendance? Où se situe la frontière entre urgence humanitaire et développement durable? D'accord. Il faut comprendre que l'aide humanitaire n'a pas pour vocation d'appuyer le développement local. Le but de l'aide humanitaire, ce n'est pas d'impulser le développement local. Le développement local s'impulse par les politiques publiques nationales. Voilà. L'aide humanitaire a pour rôle de relever une situation délicate, permet de se relever d'une situation délicate. Ça veut dire qu'on l'a tous vu avec le séisme de 2010. L'aide humanitaire qui a afflué de partout dans le monde a permis au moins pour un moment de permettre que la gestion de la catastrophe n'empire pas. Ça veut dire que sans cette aide, par exemple, externe et internationale, on serait dans des situations où le choléra, la famine, les violences, les viols, et tout ce qui a suivi, ça aurait plus pris de l'ampleur. Alors, l'aide internationale vient un peu apaiser, je dirais, une situation de crise. Mais elle ne résout pas la situation de crise. L'aide internationale ne va jamais résoudre une situation de crise. Parce que je le disais tout à l'heure, elle ne peut pas être permanente. Ce qui résout les situations de crise, ce sont des facteurs structurels et institutionnels. Oui, oui. Et quels sont les risques quand l'aide humanitaire remplace l'État ou les collectivités territoriales au lieu de le renforcer?
Quels sont les risques? Ok. En matière de risque, il faut d'abord comprendre que la prévention a toujours un coût moindre que la gestion de la crise. C'est très important. Ça veut dire qu'il vaut mieux toujours prévoir une situation et éviter qu'elle ne se produise, ou alors prévoir sa gestion. On parle de gestion prévisionnelle. Il vaut mieux toujours la prévoir plutôt que de devoir la gérer quand elle s'est déjà produite. Ça, c'est d'abord le fondement. Mais il faut aussi comprendre que même en tant qu'État fragile, Haïti peut continuer à agir. Ça veut dire, il y a par exemple des situations en termes de catastrophes naturelles qui imposent une certaine des mesures à prendre, un peu comme par exemple une cartographie des risques. Ça fait partie des mesures qu'il faut prendre en amont avant que la situation ne se présente. Oui, il y a des systèmes d'alerte précoce. Par exemple, par rapport aux catastrophes naturelles, ça veut dire que la catastrophe, même si elle frappe en 7 secondes, comme ça a été le cas du séisme de 2010, il y a quand même des signes annonciateurs qui permettent de prendre certaines mesures. Et donc, lorsque ces signes annonciateurs sont considérés et sont pris en compte, ça permet d'atténuer les conséquences considérablement. Donc, et là, quand on parle de risques, il est important donc que les collectivités locales développent en leur sein des plans communaux, par exemple, de gestion des catastrophes ou bien de gestion des situations d'urgence. Parce que c'est important. Pour que ces organismes, ces collectivités locales puissent être elles-mêmes en mesure de faire ce qui est déjà possible avant que l'intervention de l'État central ne puisse arriver. Il est important que ces communautés locales puissent d'abord agir pour au moins réduire les effets de tout ce qui a comme conséquence et manifestations liées à la catastrophe ou à la crise. Donc, au-delà de tout ça, il y a des mesures d'aménagement du territoire. Ça veut dire, je crois que le cas de Port-au-Prince est révélateur avec tout ce qu'il y a, par exemple, comme bidonville en pleine capitale. Pourtant, il est important d'identifier les zones à risque et de ne pas, par exemple, laisser les gens s'implanter dans ces zones à risque-là. Ça permet déjà en amont de réduire les potentiels effets par rapport à la survenance d'un risque. Et puis, bien entendu, c'est vrai que nous sommes dans un état fragile, un état, un état pauvre, mais en réalité, il y a des normes de construction qui sont aussi adaptées à des situations de séisme. Donc, ça aussi, ça pourrait être pris en compte. Oui, et dans le cas de Cameroun, et puisque vous êtes un expert, un ancien cadre de l'administration publique camerounaise, et comment ça est là-bas? En matière de gestion des risques? Oui. Alors, disons qu'au Cameroun, la gestion des risques est pilotée directement par un ministère, le ministère de l'administration territoriale, qui a à son sein toute une direction qui est dévouée à la gestion, à la protection civile. Donc, c'est elle qui gère tout ce qui est catastrophe, tout ce qui est risque, tout ce qui est cartographie des risques, système d'alerte et autres. Oui, mais malgré cela, nous avons nous aussi des situations de catastrophe. Je ne sais pas si vous êtes au fil de l'actualité, mais il y a des situations de glissement du terrain, des situations d'inondation, des situations de crise sanitaire aussi. Donc, c'est des choses qui arrivent aussi. Oui. Mais au moins, l'impulsion donnée par l'État en mettant sur pied toute une direction dévouée à la protection civile montre à quel point l'ambition est orientée vers la prévention et la gestion prévisionnelle de tous ces risques-là. Pour qu'au moment où ça se produit, au moment où ça survient, qu'il n'y ait pas de débordement ou qu'il n'y ait pas disons, des situations incontrôlables. Oui, auditeurs, auditrices, internautes, si vous nous rejoignez à peine, vous êtes sur INI FM 102.7. Vous écoutez émission de vulgarisation des collectivités territoriales, votre émission qui dérange et qui éclaire. On passe à la question suivante, Monsieur Boris. Oui. Oui.
si l'aide gère souvent l'urgence, et la vraie solution se trouve peut-être en amont dans la prévention et la gestion des risques. Sur le plan de la gestion des risques, Oui. aurait dû faire un pays comme Haïti pour réduire l'impact des crises répétées? Ah, ça, c'est une question très complexe. Ou du moins, excuse-moi, existe-t-il des Oui, outils de prévention que même un État fragile peut être mis en place? oui, bien sûr, bien entendu. Mais je disais tout à l'heure que c'est une question complexe parce que, vous voyez, Haïti, en fait, est un enchaînement et une succession de situations de crise, Mhm. qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient naturelles, ou qu'elles soient institutionnelles ou politiques. Donc, par défaut, les mesures de prévention doivent pouvoir toucher tous ces domaines-là, tous ces secteurs. Mhm. Donc, le souci, c'est que on ne peut pas tout faire au même moment. Oh, On ne d'accord. peut pas toucher à tous les secteurs. Ça veut dire que pendant que vous allez vous concentrer sur la crise sanitaire, il y a la crise alimentaire qui sera en train d'être alarmante de l'autre côté. Pendant que vous allez vous concentrer sur la crise alimentaire, il y a la crise institutionnelle qui ne sera pas, comment dire, résolue. Donc, une succession de coups d'État, la création de gangs et de milices, tout ça, en fait, c'est révélateur de la fragilité dont on parlait. Mais le fondement, et l'impulsion doit venir d'en haut. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez prendre comme mesure de gestion sanitaire, tant que le domaine institutionnel n'est pas relevé, ça ne va pas aller bien loin, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de fond. C'est que les institutions et disons le secteur politique et institutionnel est très fragilisé. Donc, il faudrait d'abord renforcer les institutions et après que les institutions soient renforcées et légitimées, parce que j'insiste bien sur la légitimation, après que ces institutions soient renforcées et légitimées, les autres pans de la crise pourront être résolus progressivement. Mais il est important que d'abord la tête, que le sommet soit d'abord stabilisé. Oui, oui. Et l'absence de planification locale augmente-t-elle le nombre des victimes lors des catastrophes, selon vous? Oh, bien sûr, bien sûr, bien Expliquez-nous. sûr, ça c'est une évidence. Ça veut dire, vous voyez, lorsqu'il y a catastrophe, je prends le cas simple des inondations. Les inondations, c'est un cas qui peut toucher pratiquement 3 ou 4 communes au même moment, ou même plus. Oui, oui. Encore que Haïti, c'est une île, donc le risque d'inondation est vraiment très élevé en Haïti. Donc, lorsque, en matière d'inondation, les mesures de gestion de la crise ou de gestion de la catastrophe ne sont même pas au niveau local implémentées ou bien inexistantes, il est clair que le nombre de victimes va augmenter. Ça, c'est inévitable. Maintenant, en matière de système d'alerte précoce, c'est pas les communes qui doivent mettre en place des systèmes d'alerte précoce, malheureusement. C'est l'État qui doit le faire. Ça, c'est le rôle de l'État. Ce que les communes peuvent faire, c'est jouer des rôles de proximité vis-à-vis des populations. Ça veut dire permettre au moins les premiers secours, la première aide, le premier appui alimentaire, par exemple, ou sanitaire. Mais en réalité, le support fondamental doit venir de l'État. Et c'est ce support-là qui permettra de mieux gérer la crise et pour qu'elle ne soit pas juste une affaire de la collectivité locale ou alors départementale. Excuse-moi. Donc, il est important que... Allô, oui, allô? Oui. oui. Si toutefois il y a des pertes sur le plan agricole, par quoi l'État pourrait intervenir ou les collectivités territoriales? Alors, ça dépend du type de perte et ça dépend de la cause de cette perte. J'ai pris le cas des inondations. Il est clair que en matière d'inondation, si on veut faire un relèvement agricole après une inondation, il est important d'abord comment je vais expliquer cela? Il est important d'abord de permettre de gérer la situation urgente. Et la situation urgente, en fait, c'est pas relever l'agriculture. C'est d'abord de gérer l'inondation. Oui, oui. Gérer l'inondation jusqu'au moins au niveau où les terres arables soient exploitables. Voilà.
tant que les terres rares ne sont pas exploitables, il est impossible de parler de relèvement de l'agriculture. Donc, la priorité sera la gestion d'abord de la situation d'inondation. Maintenant, après que la situation d'inondation soit gérée, normalement, par l'impulsion du ministère de l'Agriculture Haïti, je crois qu'il en existe un, par l'impulsion de ce ministère-là, des mesures de renforcement des collectivités locales peuvent être prises et en matière justement de transfert de compétences. Je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, à Haïti, mais au Cameroun, le transfert de compétences a un volet agriculture, effectivement. Oui, en Haïti, pour permettre, voilà. On a ça, mais en Haïti aussi, d'accord. n'est pas appliqué. D'accord, d'accord. Donc c'est ça donc le problème. Ça veut dire, c'est bien, on a prévu des cadres juridiques, on a prévu des cadres institutionnels et autres, mais en réalité, il faut aussi pouvoir les implémenter. Il faut les mettre en œuvre. Parce que sinon, on va toujours se retrouver dans les mêmes situations où on devra se rejeter la faute parce que c'est généralement ce qui se passe en situation de crise. Vous voyez, les communes accusent l'État, l'État accuse les communes accusent les départements accusent l'État, et ça devient un jeu de ping-pong où personne ne veut endosser la responsabilité. Mais la vérité, c'est que c'est une responsabilité commune et qui est de prime abord, comment dire, qui est de prime abord ou devrait être de prime abord assumé par l'État, parce que c'est l'État qui est le garant de la sécurité des populations. Donc, si en matière de crise et de catastrophes naturelles, l'État ne prend pas ses responsabilités et rejette la faute plutôt sur les communes, là, il y a un gros problème. Oui, et auditeurs, auditrices, vous êtes sur UniFM, vous écoutez émission de vulgarisation des collectivités territoriales avec nous, monsieur Boris et Robert Boris, Yedi Ekoumé, Camerounais. Monsieur Boris, vous êtes là, vous êtes avec nous? Oui. Oui, je suis avec vous, je vous écoute. Okay, nous sommes arrivés à la dernière question. Et justement, quand la crise éclate, malgré tout, la manière dont l'aide est organisée et coordonnée devient déterminante. Auditeurs, auditrices. La question pour vous, que faudrait-il changer dans la manière ou la façon dont l'aide humanitaire est coordonnée en Haïti aujourd'hui? Problème de gouvernance, ou du moins problème de coordination, de transparence ou de leadership? Je vous écoute. Oh, bah, la question a en elle-même sa réponse. En fait, c'est tous ces problèmes-là qui sont coordonnés. Ah oui, okay. Mais en dehors de cela, il est important que pour avoir un résultat efficient dans la distribution de l'aide humanitaire, il est important d'impliquer, et j'insiste sur le mot impliquer, il est important d'impliquer les acteurs locaux. Et quand je parle d'acteurs locaux, je ne fais pas allusion aux collectivités locales. Je fais également allusion aux organismes d'appui social comme les associations, les ONG, les groupements de quartier. En fait, tout ça, ce sont des acteurs qui peuvent beaucoup aider dans la gestion de l'aide humanitaire. Mais le problème, c'est qu'il y a une crise de leadership. Il y a une crise de leadership, il y a un fort problème de corruption, de détournement de l'aide humanitaire. C'est ça, en fait, qui fait que les populations cibles ne vont réellement jamais bénéficier de l'aide en question. Parce que l'aide est déployée, elle est déployée par les Nations Unies, par les organisations internationales et même les organisations locales. Mais au moment de la redistribuer ou au moment de faire qu'elle profite aux populations cibles, il y a toujours des situations de détournement ou je sais pas si je devrais dire de népotisme. Ça veut dire telle localité doit profiter mieux de l'aide plutôt que telle autre localité. Et ça, c'est des problèmes en fait qui accentuent la situation. En matière de gestion de crise et de l'aide humanitaire, il est important de faire un déploiement d'abord vers les zones les plus risquées ou les plus affectées. Voilà, c'est le bon terme. Il faut d'abord faire un déploiement vers les zones les plus affectées. Mais ce n'est pas un déploiement, comment dire,
orientés dans un seul sens. Ça veut dire ça peut se faire au même moment, mais un accent particulier est mis sur les zones les plus affectées. Donc, au moment de la distribution ou du partage, de la redistribution de cette aide-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est les collectivités locales, les associations, les organismes locaux qui savent exactement que dans telle localité, il y a tel nombre de familles qui ont besoin de tel type d'aide. Malheureusement, on va toujours se retrouver avec ces mêmes genres de situations où on va chercher à détourner l'aide au profit d'autres personnes, au profit d'autres familles qui en réalité ne sont pas tellement dans le besoin par rapport à d'autres. Donc, pour répondre clairement à la question, c'est vrai, c'est une crise de leadership, de corruption, de népotisme, de détournement, mais c'est important d'impliquer tous ces acteurs, c'est important de les faire participer à la gestion parce qu'en réalité, ils sont un support, ils sont un appui, ils sont une main-d'œuvre supplémentaire dans cette gestion-là. Ah oui, selon vous, faut-il donner plus de place aux acteurs communautaires dans la gestion de l'aide? Tout à fait, tout à fait. Et même, je crois que au moment où l'État prend sur lui de recevoir l'aide, de la redistribuer, je crois que les premiers acteurs à interpeller seraient justement ces collectivités-là, parce que par définition, ces collectivités sont un démembrement de l'État, mais un démembrement déconcentré, un démembrement décentralisé, je devrais dire. C'est un démembrement de l'État qui permet d'atteindre les populations directement sans que l'État n'ait besoin d'être lui-même présent. Et c'est pour ça que je parlais de transfert des compétences, parce que ça touche beaucoup de domaines, la santé, l'éducation, les transports, il y en a tellement de domaines. Et à partir de ces démembrements-là, donc, l'État peut, de façon non seulement directe, efficace, mais aussi rapide, intervenir sans avoir besoin de déployer des moyens immenses. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Combien d'organisations, bien des ONG comptent aujourd'hui et au Cameroun qui évoluent dans le secteur public ou sur les territoires camerounais? Oui. Oh, ça, c'est difficile à dénombrer. Hein. C'est difficile à dénombrer parce que des associations et des organismes se créent tous les jours. Tous les jours. Parce que il y a une loi au Cameroun qui date de 1990, je crois, 90-91, qui a consacré la liberté d'association et de réunion. Donc, à partir de cette loi, à partir du moment où vous avez une activité que vous voulez défendre ou un secteur d'activité dans lequel vous voulez vous investir, tout ce que vous avez à faire, c'est faire une déclaration d'association et puis fournir la documentation que le ministère de l'administration territoriale va solliciter. Et à partir de ce moment-là, l'association existe. Donc, sur le plan fonctionnel, elles sont vraiment nombreuses, que ce soit des associations nationales ou internationales, que ce soit des organismes nationaux ou internationaux, que ce soit des groupements d'associations et d'organismes. Donc, ils sont vraiment nombreux. Donc, les chiffrer, ce serait très risqué, mais ils sont nombreux. Est-ce qu'elles contribuent beaucoup ou du moins si elles ont des impacts directs sur la communauté à travers des projets sociaux communautaires? Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans ce sens-là, ce sont même des catalyseurs d'implémentation de projets parce que vous verrez par exemple des associations qui œuvrent dans le secteur de la santé, qui réussissent à avoir des partenariats et des financements étrangers permettant d'impulser et d'implémenter certains projets sociaux et sanitaires. Ça veut dire qu'ils ils ne dépendent pas de l'apport de l'État, ils ne dépendent pas de l'État. Ils ont directement des connexions, ces associations-là, pardon, elles ont directement des connexions et des partenariats avec des organismes étrangers et elles parviennent à avoir des financements. Mais bien entendu, ces financements sont réglementés par l'État. Ça veut dire que l'État ne peut pas laisser la porte ouverte à ce que des organismes étrangers viennent financer des associations sans qu'il y ait un contrôle, bien entendu. Mais c'est des choses qui se font. Et grâce à ce type de financement-là, qu'il soit financier, qu'il soit infrastructurel ou bien matériel, ce type de financement permet vraiment de renforcer ce que l'État fait déjà, de renforcer ce que les communautés, les collectivités, elles aussi font,
de renforcer ce que les associations et les groupements d'associations font à leur niveau. Et ça, c'est très impactant pour les populations locales. Et je prendrai des exemples très précis en parlant, par exemple, de la création des forages, parce qu'au Cameroun, sans dire du n'importe quoi, au Cameroun, on a beaucoup de problèmes d'adduction en eau potable. On a beaucoup de problèmes d'accès à l'eau potable. Donc, beaucoup d'organismes et d'associations interviennent pour la création de forages et de pompes à motricité humaine, donc les PMH. Donc ça permet de faire que dans une localité, par exemple, il n'y ait pas de problème d'eau, que l'eau soit accessible et que l'eau soit à disposition direct des populations, sans besoin d'attendre que l'État vote un budget, que l'État mette en œuvre des mesures et puis vienne sur le terrain et implémenter ces mesures. Oui, et allô? Oui, oui, je vous écoute. Oui, et nous sommes arrivés au thème de l'émission. Et si vous avez des recommandations ou des suggestions à faire aux autorités nationales, même si vous n'êtes pas un Haïtien comme moi, mais quand même, vous voyez la situation actuelle et vit la population, notre population aujourd'hui qui est aux abois, dépourvue de tout un service de base, quel serait-il? Alors, la recommandation, oui, les recommandations. Vu que le problème est centenaire, normalement, les recommandations doivent être nombreuses quand même aussi. La première chose, ce serait de reconstruire l'État et les institutions publiques légitimes, j'insiste bien. Parce que la légitimité, en fait, c'est ça qui permet de coaliser les énergies et de donner la force à la population d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de ces mesures de relèvement. Donc, ça passe par la restauration du cadre politique, l'organisation d'élections crédibles et sécurisées, et le renforcement de l'indépendance des institutions, surtout judiciaires. Et bien entendu, on a un petit pan sur la lutte contre la corruption et l'impunité qui gangrène vraiment la société. Donc, le deuxième point de recommandation, ce serait de rétablir l'autorité de l'État. Ça, c'est une conséquence de ce qui a été dit en amont. Il faudrait rétablir l'autorité de l'État. Il faudrait que l'État reprenne la main sur la population sur son territoire et qu'il puisse créer des réformes profondes au niveau de la répression des groupes armés. Oui, le désarmement des groupes armés, leur désarmement qui va ensuite aboutir à leur réinsertion sociale, mais d'abord leur désarmement. Ensuite, on pourrait parler du renforcement des collectivités territoriales. Ça, c'est inévitable aussi. Parce que les mesures de relèvement que l'État va mettre en œuvre ne peuvent pas être uniquement au niveau de l'État. Il faut que ce soit fait, mais qu'au niveau local aussi, que les démembrements décentralisés de l'État puissent avoir des impacts. Et cela rentre dans le sens de le renforcement des ressources financières, le renforcement des compétences même de l'autorité locale en matière d'équipement ou de formation, mais aussi, comme ce que je disais tout à l'heure, il est important que ces collectivités-là développent des plans de gestion de crise, des plans communaux de gestion de crise. D'accord. Et que ces collectivités soient impliquées dans la coordination et la gestion de l'aide. Bon, auditeurs et auditrices, internautes, amis fidèles de la radio UniFM 102.7, et à travers ces différents aspects, causes, acteurs locaux, aide humanitaire, aide internationale et prévention, on comprend que la gestion d'une crise humanitaire dépasse largement la simple distribution d'aide. Et merci à vous, Monsieur Boris. Pouvez-vous conclure pour nous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ce que je dirais, après ce que tu as conclu donné comme conclusion, ce que je dirais, c'est que, en vérité, pour faire une sortie durable des crises en Haïti, il ne s'agit pas seulement de l'aide internationale, il s'agit d'un renforcement des institutions, de la sécurité, de la gouvernance locale et plus tard, de la lutte contre la corruption. Parce que ce sont des mesures profondes qui pourront permettre de relever convenablement et puis et réimpulser l'énergie et les moyens qui devront être mis en œuvre
au profit des collectivités locales pour leur relèvement plus profond de la société. Merci et infiniment. Merci également, mon cher. Bonne journée à vous. Oui. Et bon, mais avant de conclure, oui, Janelle. Oui, et auditeurs, auditrices, c'était avec nous Monsieur Boris, Robert Boris et Eddy Ekoumé, qui c'est un Camerounais, lui-même ils sont anciens cadres et anciens cadres des structures en charge de l'administration publique, de la décentralisation camerounaise. Il se spécialise aussi en crise humanitaire, gestion des risques et catastrophes, avec lui que nous avons analysé, nous avons fait débat sous concernant et thème ça qui c'est gestion des crises humanitaires, le rôle des institutions locales dans les pays fragiles, le cas de Haïti. Merci infiniment à notre invité, Monsieur Boris, pour ces analyses claires et enrichissantes. Vos éclairages nous aident à mieux comprendre que derrière chaque crise humanitaire, il y a des enjeux de gouvernance aussi, de préparation et de responsabilité collective. Merci d'avoir partagé votre expertise avec les auditeurs de Uni FM ainsi que les auditeurs, les internautes de l'émission de vulgarisation des collectivités territoriales baptisée IVKTH. Et merci avec vous, Janelle, merci avec vous, David, et merci avec tous les auditeurs. On se donne rendez-vous demain sur les ondes pour un nouvel épisode de VKTH sur INIFM. Restez à l'écoute. Bye bye tout le monde. Au revoir.